Tendu en ce moment, je trouve, l'ambiance en France. D'ailleurs, lorsque l'Espasada a retenu la date du 5 décembre pour cette soirée autour du déclin du chef politique, certes, la crise politique, elle était déjà bien installée, mais on ne se doutait pas que le même jour, le Premier ministre de la France remettrait sa démission au président de la République, devenant ainsi le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. C'est bien ça. Rendez-vous compte, il n'aura tenu que 91 jours, Michel Barnier, à Matignon. Alors que se passe-t-il dans notre pays? Où allons-nous? Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse aujourd'hui. En tout cas, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander carrément la démission du président de la République. C'est une situation inédite, me semble-t-il. Pourtant, il y a urgence, et précisément, c'est peut-être là où le bât blesse. En France, aujourd'hui, le chef politique semble ne faire que cela, gérer les urgences, des urgences qui succèdent à d'autres urgences, sans que nos dirigeants prennent vraiment le temps de remonter aux sources des problèmes qui se présentent à eux. Alors, dans ce contexte, quel avenir nous propose-t-il? Quel avenir désirable? Eh bien, notre invité ce soir n'aura peut-être pas toutes les réponses, mais il a été aux premières loges de ce déclin du chef politique. Bonsoir Philippe Guibert. Bonsoir Nicolas. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'Espasada. Merci à vous de m'accueillir. C'est un plaisir, nous sommes heureux de vous accueillir parce que ce déclin, vous en êtes témoin depuis des années. Vous avez en effet été directeur du service d'information du gouvernement. En quelques mots, c'est quoi le service d'information du gouvernement? De quoi est-il chargé? Il a un double rôle. Bonsoir à vous tous. Il a un double rôle. Il a un rôle qui s'efface de plus en plus, qui est d'informer les Français sur l'action du gouvernement et l'action de l'État. Il était créateur des grandes campagnes gouvernementales, des grandes campagnes publiques, qui sont moins nombreuses aujourd'hui parce qu'on y met moins d'argent, puisque les économies budgétaires déjà sont passées par là. Puis il a une deuxième fonction. Aujourd'hui, cette fonction d'information passe beaucoup par les réseaux sociaux et par le web de manière générale. Et il a une deuxième fonction, c'est d'observer la société, d'observer l'opinion publique. C'est une fonction plus discrète, puisque cet aspect-là de l'activité du service d'information du gouvernement n'a pas vocation à être rendu public. Mais donc le SIC fait des sondages toutes les semaines pour savoir ce que vous pensez. Parfois, c'est plus utile d'aller sur le terrain pour le savoir. Mais ça peut quand même être utile parfois. Et vous avez une longue expérience au sein du SIC, puisque vous en avez été le sous-directeur dans les années 90, puis le directeur dans les années 2012. J'en ai été l'adjoint au directeur dans les années Jospin, 97-2002, et j'en ai été le directeur au début du quinquennat de François Hollande, sous Jean-Marc Ayrault. Ça n'a duré que 2 ans. Mais c'était un peu plus long que 3 mois. Et actuellement, vous êtes enseignant à l'École des hautes études internationales et politiques, et vous avez donc publié début 2024, avant la dissolution, donc, Gulliver enchaîné, le déclin du chef politique en France, aux éditions du CERF. Et dans cet ouvrage, vous examinez la façon dont nos dirigeants sont devenus, je le disais finalement précédemment, des managers urgentistes. Vous allez sans doute redévelopper cet aspect-là. On se demande comment on en est arrivé là. Ça va être l'objet de votre intervention, qui va durer une 40aine de minutes. Conférence relativement courte, donc, puisque vous souhaitez privilégier l'échange avec le public. Et je pense que vous aurez des questions à poser ce soir, surtout après l'allocution de notre président, Emmanuel Macron, il y a quelques minutes, que vous avez peut-être suivi. Nous, en tout cas, on l'a suivi. Une réaction à chaud, peut-être, avant votre conférence? D'abord, il faut le remercier d'avoir fait une intervention courte, ce qui nous permet de commencer cette conférence à l'heure. C'est une intervention qui était prévue, d'après les rumeurs parisiennes, pour annoncer un Premier ministre. Et à l'évidence, il y a une hésitation. Et donc le Premier ministre, le nom du nouveau Premier ministre n'a pas été annoncé ce soir par le Président. C'est peut-être d'abord ce qu'on retiendra. Ensuite, moi j'ai retenu 2-3 points. Il a réaffirmé qu'il ne démissionnerait pas, puisqu'il a peut-être entendu parler de gens qui voudraient l'amener et le conduire à la démission. Je ne sais pas si c'était utile de le préciser, mais en tout cas, il a tenu à le marquer, à le marteler assez fortement. Et puis, il a eu une intervention qui ne s'est pas voulu catastrophiste. C'est-à-dire par rapport à ces dernières 72 heures, où la dramatisation est montée dans l'idée que si ce gouvernement, si Michel Barnier était renversé, le budget avec, la situation
notamment financière et économique de la France, on serait au bord du chaos. Le président de la République n'a pas été dans ce registre ce soir et s'est voulu rassurant, comme étant garant de la continuité de la nation, de l'État, des pouvoirs publics, qui est d'ailleurs son rôle constitutionnel. Et puis, troisième remarque, il a esquissé à travers quelques phrases des changements, mais il ne les a absolument pas précisés. Et je pense qu'il reste, pour l'instant, sur une posture où il ne se mêle plus de la vie politique gouvernementale et de la vie politique parlementaire, probablement pour se protéger. Et donc j'en déduis que ça sera vraiment au Premier ministre de mener ces changements ou ces évolutions dans la méthode et dans les règles du jeu qui me paraissent tout de même indispensables dans la période suite à la chute d'un gouvernement, ce qui était la première fois depuis 1962. Il n'a pas manqué de rappeler aussi qu'avec de la volonté, on pouvait faire de belles choses, comme la restauration de Notre-Dame. Oui, bien sûr, bien sûr. Il se trouve qu'il est samedi. Est-ce qu'il aura un Premier ministre avec lui pour accueillir de nombreux chefs d'État et surtout nous accueillir, nous, via la télévision, pour la réouverture de cette magnifique cathédrale qu'on est tous très impatients de voir. C'est un de ses plus grands succès. Finalement, on était habitué à des présidents, on a eu des présidents qui ont mené des grands chantiers. François Mitterrand en était l'exemple typique. On a eu Jacques Chirac qui en a mené à bien quelques-uns. Depuis Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, ça correspond à une période de changement dans le statut du président. Ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, ni jusqu'à présent Emmanuel Macron, n'avaient eu de grands chantiers présidentiels, de grands monuments parisiens ou de grands musées ou de grandes... Et c'est intéressant, vous qui parlez de manager urgentiste, et là c'est un chantier de restauration en l'occurrence. Voilà, un chantier de restauration auquel il a été contraint. Il faut se rappeler quand même, on critique beaucoup Emmanuel Macron en ce moment, il faut quand même se rappeler qu'il a été... très moqué il y a 5 ans quand il a annoncé sur le parvis de la cathédrale qu'elle serait reconstruite à l'identique 5 ans après. Personne n'y croyait. Il faut tout de même lui reconnaître ce mérite, me semble-t-il, parce que nous sommes tous très heureux qu'elle rouvre samedi et dans toute sa magnificence. On va fermer cette parenthèse et on va vous laisser donner cette conférence. Vous pouvez vous mettre au pupitre. Vous allez nous parler du déclin du chef politique et vous me rejoignez après pour un temps d'échange avec le public. Merci Absolument. à vous. Et vous me servez de chronomètre, Nicolas, pour éviter que je déborde. Peut-être que le micro là fonctionne. Il y a le micro qui est là-bas. Oui. On va vous entendre. Voilà, vous m'entendez parfaitement, donc tout va bien. Oui, donc c'est vrai, vous le disiez, Nicolas, c'est assez amusant qu'on ait fixé il y a plusieurs mois cette date pour parler du leadership, du leader. Le mot chef fait toujours un peu peur, donc même si je l'ai repris en sous-titre de mon ouvrage, mais de parler de l'actualité du leadership démocratique dans notre pays et puis plus généralement dans les grandes démocraties occidentales. Et donc plutôt que de vous refaire le résumé ou la synthèse de mon livre, je vais plutôt procéder de façon différente. Je vais essayer de partir de l'actualité. Mon livre est paru en février 2024. Nous sommes début décembre et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est passé des choses, pas simplement en France. Et donc je vais plutôt partir de ce qui m'a paru comme étant des faits particulièrement marquants du point de vue du leadership démocratique, du point de vue du chef démocratique, pour utiliser quelques idées ou concepts que j'ai pu développer dans ce livre et pour essayer d'analyser avec un poil de recul, même si on parlera de l'actualité brûlante, un poil de recul cette actualité. Il me semble qu'il y a deux éléments forts. Il y en a beaucoup d'autres, mais il me semble que la réélection de Donald Trump, je vais essayer de bien parler dans le micro, il me semble que la réélection de Donald Trump mérite d'être analysée à l'aune des questions qu'on peut se poser sur qu'est-ce que c'est qu'un leader démocratique. Et d'abord, on peut se poser cette question, pourquoi a-t-il été réélu ? Ce qui, en France, a beaucoup surpris, alors que c'était peut-être moins surprenant que ce que disaient les commentateurs français, je vais y revenir. Et puis, bien entendu, parler d'Emmanuel Macron, qui est donc intervenu ce soir, et d'essayer de comprendre comment
comment au long de ses 7 années de mandat, il nous a dit ce soir qu'il irait jusqu'au bout de son mandat, il tenait visiblement à faire passer le message, comment et pourquoi son rôle et son statut ont pu être dévalués. D'ailleurs, la mutation du président de la République en France ne date pas, selon moi, d'Emmanuel Macron, mais elle correspond à un tournant à partir des années 2005-2007, j'y reviendrai. Mais je voudrais commencer, et donc principalement vous parler de Donald Trump et puis d'Emmanuel Macron, qui représentent, dans mon livre, j'avais dit, finalement aujourd'hui, dans les démocraties, il y a 2 grands modèles de chefs, de leaders. Il y a le modèle du manager gestionnaire, qui est souvent un adepte ou qui était un adepte de la mondialisation heureuse, de l'idéologie de la mondialisation heureuse, avec l'idée qu'il faut qu'un pays s'adapte à cette mondialisation, qui est l'horizon indépassable de notre monde, et dans lequel les individus, pas toujours avec des racines et des appartenances et des identités fortes, vont pouvoir s'intégrer et trouver leur épanouissement, en particulier à travers le marché. C'est une vision libérale, que certains appellent néolibérale, de la mondialisation. Et beaucoup de leaders ont incarné ce modèle. On pourrait le faire commencer par Tony Blair en Grande-Bretagne dans les années 90. Et Emmanuel Macron en est une des dernières incarnations. Je pense une des dernières, parce que cette idéologie, forcément, est en difficulté avec la mutation de la globalisation, de la mondialisation, et d'une certaine manière, sa remise en cause. Donc un premier modèle de leadership qui est celui du gestionnaire libéral, du manager, comme on parle d'un manager d'entreprise, dont Emmanuel Macron me semble être une des illustrations les plus fortes. Et puis le deuxième modèle, celui qui est né, qui s'est constitué en réaction à la fois contre le manager et en réaction aussi contre la mondialisation, en devenant le tribun de ceux qui sont ou qui s'estiment les perdants de cette globalisation et de ces changements accélérés du monde et des nations dans lesquelles nous vivons, qui est le modèle du leader populiste. Et le modèle presque archétypal du leader populiste, c'est Donald Trump. Et alors évidemment, on pourrait parler, il y a d'autres exemples. Madame Meloni en Italie est aussi assez révélatrice de ces mutations au passage. Madame Meloni tient toujours bien le pouvoir en Italie, alors que c'était censé être le pays de l'instabilité. Je crains qu'on ait permuté avec nos cousins italiens dans la stabilité et l'instabilité. Mais Madame Meloni, elle est au pouvoir, elle a une bonne cote de popularité, et pour l'instant, sa coalition, parce qu'elle dirige une coalition, n'a pas l'air de trembler, et elle a un soutien important des Italiens, et son parti a largement remporté les élections européennes. Et à l'inverse, un pays de la stabilité, vous voyez que c'est une période de permutation, un pays comme l'Allemagne, avec Olaf Scholz, qui a succédé à Angela Merkel, est en difficulté, en grande difficulté, puisqu'il y a des législatives anticipées en Allemagne en février prochain, je crois que c'est le 25 février. Donc vous voyez qu'on aurait pu choisir d'autres leaders européens, démocratiques, pour illustrer ces mutations du leadership, mais je vais me concentrer principalement sur Donald Trump et sur Emmanuel Macron, en commençant donc par Donald Trump. Au fond, qu'est-ce qu'un chef ? Question de base, tellement évidente que, vous savez, c'est comme les questions des enfants. Elles paraissent tellement évidentes qu'on est parfois embarrassé pour répondre. Moi, je répondrais, un chef, c'est fait pour décider et pour incarner. Alors, vous allez me dire, c'est une réponse un peu courte. Alors, je développe un tout petit peu. Décider pour protéger et garantir la stabilité de la collectivité. Être responsable en dernier ressort de cette stabilité, de cette sécurité du collectif, en l'occurrence d'un pays, dans le cas qui nous occupe, mais ça peut être d'une entreprise ou d'une administration ou d'une association. Décider pour protéger, pour faire en sorte, au moins dans une démocratie, une majorité des citoyens se sentent à peu près à l'aise dans leur pays et ne se sentent pas exposés à toutes les menaces.
dans cette capacité de décision, en particulier dans les crises, qui est extrêmement importante pour un chef qui ne sait pas décider n'est pas un chef, l'aspect de la sécurisation est tout à fait essentiel, tout particulièrement dans la période que l'on vit. C'est-à-dire la période que moi j'appellerais celle de la globalisation, de la mondialisation, parce que c'est un monde dans lequel les insécurités, notamment pour les pays occidentaux qui auparavant étaient dominants, c'est un monde dans lequel, pour les Occidentaux, les insécurités se sont multipliées. Il y a les insécurités classiques, très anciennes, les insécurités politiques. Est-ce qu'un pays est stable ? Est-ce qu'il a un gouvernement légitime et stable ? Il y a la vieille insécurité physique, qui est fondatrice de l'État. Hobbes avait expliqué ça dans son Léviathan. Tout ça est ancien et ce font partie des sécurités que doit donner le chef et un système étatique qu'il dirige. Mais avec la période de la globalisation, il y a de nouvelles insécurités deviennent absolument structurantes, à tel point que je considère qu'on vit dans un imaginaire de la menace. Et le rôle du chef, par rapport à ces insécurités, que je vais détailler dans un instant, mais que vous connaissez, le rôle du chef est quand même de garantir un minimum de sécurité et de protection à la population d'un pays ou d'une nation. Ces insécurités, elles sont économiques et sociales. Il est évident que la mondialisation, la globalisation a rendu plus difficile la situation des classes populaires et des classes moyennes des grands pays de nos démocraties, qui ont été perdants par rapport aux pays émergents qui, on dit souvent de la Chine qu'il est devenu l'atelier du monde, à juste titre. Et les classes moyennes et populaires, le cœur du salariat dans nos grands pays, a souffert de cela, a souffert longtemps par le chômage, mais a souffert surtout par le déclassement, par une perte de pouvoir d'achat, par des difficultés à vivre supérieures. Donc d'abord l'insécurité économique et sociale. Ensuite, ce que j'appellerais, enfin ce que d'autres ont appelé, l'insécurité culturelle et identitaire. Et c'est un élément tout à fait essentiel que cette insécurité culturelle et identitaire. D'abord parce qu'il y a un phénomène massif qui a toute son importance dans l'élection de Donald Trump, qui s'appelle l'immigration. Partout dans nos démocraties occidentales, aux États-Unis, dont je vais parler, et en Europe et en France, dont je vais parler aussi, l'immigration a été un facteur d'évolution des mentalités, de crainte de perte d'identité, de crainte de changement profond ou trop rapide du pays, de crainte d'un multiculturalisme où les populations vivraient face à face et voire totalement séparées, voire parfois hostiles, dans des comportements hostiles. Et donc l'immigration, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, joue un grand rôle dans les préoccupations des populations, des démocraties occidentales. Donc décider pour protéger, mais avec une protection qui n'est plus celle de la période de Hobbes, c'est-à-dire d'avoir la stabilité et la sécurité au sens physique, mais d'avoir des sécurités pour des populations, notamment populaires et de classe moyenne, qui a pris plein d'autres dimensions. Décider et incarner. Quand je dis incarner, qu'est-ce que ça signifie ? Incarner une collectivité dans certaines circonstances. Par exemple, le président Macron, quand il ouvrira avec d'autres la cathédrale samedi, il l'a déjà visitée, comme vous l'avez vu, mais lorsqu'il fera son discours sur le parvis de la cathédrale, il incarnera la nation. Incarner la nation, c'est un drôle d'exercice d'incarner une collectivité. Ça suppose qu'on appelle le charisme ou le prestige. Je ne sais pas si vous connaissez l'origine du mot charisme, c'est une origine religieuse. C'est l'étymologie du charisme. Son origine, c'est don de grâce divine. Le charisme, c'est une qualité. Max Weber, quand on était le grand théoricien du charisme, disait que c'était un don extraordinaire qui fait qu'un homme ou une femme a une forme de supériorité qui lui vient historiquement du ciel ou qui lui vient de ses qualités particulières ou extraordinaires. Et donc un chef, il ne doit pas simplement avoir une capacité de décision, mais il doit avoir aussi ce charisme, ou alors on peut l'appeler ce prestige. De Gaulle, dans Le fil de l'épée, appelait ça le prestige plutôt que le charisme. C'est-à-dire, un chef doit être sur un piédestal ou montrer qu'il a des qualités, au moins dans un certain nombre de domaines, et au moins pour diriger, des qualités supérieures à celles des citoyens. Et les citoyens
en tout cas ceux qui le soutiennent dans une démocratie, vont pouvoir avoir une forme d'identification à leur leader qui fait que leur leader les représente et parle leur nom. Et pour cela, il faut du charisme. Et il faut du charisme, il faut un autre élément, puisque nous sommes dans des sociétés démocratiques sécularisées, ce qui ne veut pas dire sans religion. Il faut un idéal, il faut une grande cause, il faut un grand combat. Le chef n'est grand et n'a du charisme et n'a du prestige que s'il est au service de plus grand que lui, de quelque chose qui le précède, qui l'excède et qui lui succédera. C'était la formule de Régis Debray. Et un chef qui n'a ni cette capacité charismatique, ni cette grande cause qui va nourrir son charisme, est un chef qui est réduit à peu de choses et dont l'autorité et la légitimité, même s'il a été élu, va rapidement s'effriter. Alors comment j'applique cette grille d'analyse à Donald Trump dont je vous ai parlé et qu'ensuite j'appliquerai à Emmanuel Macron? En fait, quand on observait la société américaine et qu'on ne se contentait pas de regarder uniquement les sondages d'intention de vote, qui sont en général les plus pauvres et les plus incertains, qui vous disaient que ça serait très serré, mais quand on regardait les autres questions de sondage sur les préoccupations, les peurs et les insécurités des Américains, et qu'on comparait ça aux qualités prêtées aux candidats, on découvrait tout de suite, et avant l'élection, avant le scrutin, une énorme différence entre Donald Trump et Madame Kamala Harris. C'est que quel était l'enjeu central et premier pour les Américains? Eh bien, c'était tout simplement leur niveau de vie, c'était leur pouvoir d'achat qui avait été très durement touché par l'inflation aux États-Unis pendant le mandat de Joe Biden. Et c'était leur première préoccupation et leur première crainte. Or, sur cet enjeu-là, quand on interrogeait les Américains pour savoir qui, de Donald Trump ou de Kamala Harris, il faisait le plus confiance sur la question économique, sur la question de la sécurité économique, du pouvoir d'achat et de l'inflation, eh bien l'écart en faveur de Donald Trump était considérable. Puis il y a un deuxième sujet que Donald Trump a su parfaitement saisir, mais depuis longtemps, qui est justement cette question de l'immigration, qui, pour une partie des électeurs, qu'il relie dans un grand nombre de cas à la question de l'insécurité et de la violence. Et sur la question de l'immigration, du volontarisme pour limiter notamment l'immigration clandestine qui est massive aux États-Unis et qui a augmenté sous Joe Biden, là encore, lorsqu'on regardait à qui les Américains faisaient le plus confiance, c'était largement Donald Trump, bien plus que Kamala Harris. Et donc sur deux enjeux fondamentaux pour les Américains, on pouvait comprendre avant le scrutin que en fait, la confiance et la crédibilité dans la capacité de décision, dans la capacité à sécuriser les Américains sur le plan économique et sur le plan immigratoire, était fondamentalement du côté de Donald Trump. Et c'est bien là le ressort fondamental de sa victoire. Et je vais essayer d'expliquer de son charisme aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une campagne, c'est toujours un jugement relatif. Ce n'est jamais, c'est toujours on préfère quelqu'un à quelqu'un d'autre. Et en particulier dans un scrutin majoritaire à un tour, comme aux États-Unis, où le deuxième tour est au premier, puisqu'il n'y a qu'un seul tour. Il y a d'autres candidats qui sont beaucoup plus petits, qui font en général moins de 1% des voix. Donc le deuxième tour est au premier tour, et la politique y est structurée par deux grands partis. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Kamala Harris, de son côté, était jugée plus crédible et donnait plus confiance sur d'autres enjeux, mais des enjeux finalement qui étaient moins importants pour les Américains. Elle a été jugée plus crédible sur la sauvegarde de la démocratie, mais pas de beaucoup. Ce qui peut nous surprendre, nous ici, Français et Européens, puisqu'on a en mémoire, mais les Américains l'avaient aussi, la fameuse émeute du 6 janvier 2021, où, après un discours de Donald Trump, un certain nombre de personnes avaient marché sur le Capitole et avaient pénétré au Capitole pour empêcher que les résultats de l'élection de Biden soient proclamés. Mais bizarrement, pour les Américains, cette question-là, qui nous paraissait, nous, dans les commentaires et dans nos réflexions sur les États-Unis absolument fondamentales, était quand même pas du tout la première question pour l'ensemble des Américains.
Et puis il y avait une deuxième question un deuxième sujet de préoccupation, de menace, d'inquiétude, d'insécurité, qui concernait le droit des femmes et notamment la question de l'accès à la possibilité d'avorter. Et vous savez qu'il y a eu une décision de la Cour suprême aux États-Unis qui a non pas, comme on l'a dit un peu trop rapidement, interdit l'avortement, absolument pas, mais qui a dit que ce n'est plus une compétence de l'État fédéral, c'est une compétence des États fédérés, puisque les États-Unis sont une fédération et qu'il y a toute une série de domaines, notamment du droit de la famille, de toute la vie, du droit civil, qui sont la domaine des États fédérés. Et donc, l'erreur qu'a faite Kamala Harris dans cette campagne est d'avoir centré une bonne partie de son propos sur la défense, par ailleurs tout à fait légitime, du droit des femmes, d'autant plus que le candidat Donald Trump n'apparaît pas spontanément comme un grand défenseur des femmes. La misogynie de ses propos est assez constante et répétée et assez lourde, pour tout dire, assez pénible. Mais ce que n'avait pas perçu le Parti démocrate et Kamala Harris, c'est que ce sujet, qui avait été central 2 ans auparavant pendant les élections de mi-terme, n'était plus un sujet central pour les Américains, puisqu'ils considéraient que le débat avait été transféré au sein de chacun de leurs États respectifs, et que d'ailleurs, beaucoup de ces États respectifs avaient organisé un référendum pour inscrire dans la Constitution ou pas de l'État fédéré, des différents États américains, la possibilité d'avoir recours à l'avortement. Et donc, Kamala Harris s'est trompée d'enjeu, non pas que cet enjeu ne soit pas important, mais elle s'est trompée dans la priorité des enjeux. Et que l'enjeu pour les Américains était beaucoup plus, disons, économique et social, enfin économique et de pouvoir d'achat, et beaucoup plus sécuritaire que l'enjeu des droits des femmes dans cette élection. Et donc la victoire de Donald Trump s'explique beaucoup par cette plus grande crédibilité, plus grande capacité prêtée à Donald Trump d'agir, et d'agir dans le bon sens aux yeux d'une majorité des Américains, que celle de Kamala Harris. Là est le ressort profond de la victoire de Trump, qui a beaucoup surpris en France, mais lorsqu'on avait regardé ces études d'opinion avant le scrutin, on avait compris qu'en fait, Trump avait gagné. Et que Trump, à partir du moment où il était jugé le plus capable de décider et de sécuriser les Américains sur ces 2 sujets essentiels à leurs yeux, eh bien forcément, le candidat qui est le plus crédible sur ce qui importe le plus à la population, eh bien c'est assez logiquement le candidat qui le plus souvent gagne ces élections. L'erreur qu'on a faite en France, mais l'erreur qu'ont faite aussi les démocrates, outre le fait d'avoir laissé M. Joe Biden se représenter, ce qui est évidemment une erreur politique, grave, puisque quand tout le monde s'est rendu compte lors du débat qu'il ne pouvait pas se représenter et qu'il n'avait plus les capacités pour être président des États-Unis, il était bien tard pour lancer un autre candidat, en l'occurrence une autre candidate. Et donc là-dessus, il y a une erreur politique majeure. Mais l'erreur que nous avons faite, c'est de considérer que le bilan économique de Joe Biden était très bon. Dans la presse française, y compris dans les Échos, dans le Figaro, dans Le Monde, tout le monde disait le bilan de Biden est très très bon. Mais quand vous regardez les sondages auprès des Américains, ce n'était pas du tout leur sentiment. Et leur sentiment était qu'ils vivaient mieux, en tout cas pour une partie d'entre eux, et notamment pour les classes populaires et moyennes dont je parlais tout à l'heure, qui sont insécurisées par la mondialisation. Pour ces classes populaires et moyennes, ils vivaient mieux, ils jugeaient qu'ils vivaient mieux et moins difficilement sous Trump que sous Biden. Et ça fait une différence considérable. Ça fait une différence considérable qui a été à la fois sous-estimée souvent par les commentateurs en France, mais qui a été aussi, et c'est beaucoup plus embêtant, sous-estimée par le camp démocrate dans la conception de cette campagne présidentielle américaine. Donc voilà, Donald Trump était jugé, en tout cas par une majorité d'Américains, comme étant un meilleur décideur en matière économique et migratoire. Mais vous allez me dire, ça ne suffit pas à expliquer tout à fait ces victoires, et vous aurez en partie raison, parce que quant à l'incarnation, nous, avec nos yeux de Français et d'Européens, Donald Trump nous paraît être un personnage
peu sympathique. Je m'exprime par euphémisme et par sens de la modération. Or, je pense qu'un personnage politique, un leader politique aujourd'hui, il doit s'être créé un personnage bien défini, je dirais presque un personnage de série télévisée, un personnage hyper reconnaissable, hyper identifiable, hyper lisible, dont on suit l'histoire et le récit au fil de ces combats. Et dans ce domaine, Donald Trump a dessiné depuis des années et des années, depuis sa première élection en 2016, et même avant, dans ses émissions de télé-réalité, parce que c'est les émissions de télé-réalité qui l'ont construit en termes de notoriété nationale. Donald Trump, c'était un magnat de l'immobilier new-yorkais, mais c'est la télévision qui en a fait un personnage national. Et Donald Trump a construit un personnage qui fait partie de l'imaginaire américain, parce qu'on ne construit pas un personnage de leader en dehors de l'imaginaire national. Et l'imaginaire français de la politique n'est pas exactement l'imaginaire américain. Et je crois qu'on a du mal à comprendre un personnage qui nous paraît extravagant, avec sa cravate rouge, j'en ai mis une ce soir, donc c'était peut-être pas la bonne comparaison, sa coiffure, la mienne est assez différente, et surtout son verbe. C'est un personnage qui est construit sur l'outrance. Et je pense que l'outrance est un jeu avec ses électeurs. C'est-à-dire que nous prenons cette outrance au mot. Je crois que les Américains, du moins ceux qui votent pour lui, ne le prennent pas forcément au mot. Parce qu'il a construit ce personnage, vous savez, qui est ce personnage de bad boy, entre le catcheur, sport très populaire aux États-Unis, et le cow-boy, c'est-à-dire le type qui est toujours en combat, qui en fait toujours des tonnes, comme le catcheur, qui est un personnage qui vit dans l'excès de son expression, dans l'excès de sa force, dans l'excès de ses démonstrations de sentiments, et que d'une certaine manière, Donald Trump joue ce jeu-là, et qu'il est compris comme ça par une bonne partie des Américains, c'est-à-dire qui se disent non pas tout ce qu'il dit est vrai, ils savent qu'en bonne partie, Donald Trump joue avec la réalité et avec la vérité, mais qu'elle témoigne de son volontarisme. C'est en ce sens que c'est un vrai leader populiste, c'est-à-dire que Donald Trump ne commence jamais un discours en vous disant « un, c'est compliqué, et deux, on ne va pas pouvoir tout faire ». Ce qui est l'habitude du leader, manager, un peu là Emmanuel Macron, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui commence par vous expliquer les obstacles, et c'est vrai, en plus c'est vrai, c'est la réalité, on ne peut pas tout faire. Mais Donald Trump part du principe qu'il peut tout faire, même si ses électeurs savent qu'il ne fera pas tout ce qu'il dit, pardonnez-moi. Et donc, Donald Trump est dans l'excès parce qu'il montre une volonté de faire. L'exemple célèbre, c'est évidemment le mur entre les États-Unis et le Mexique, qui avait été commencé par Obama, mais qui n'a jamais été terminé par Trump. Mais moi, je pense que les Américains savaient qu'ils ne feraient pas l'entièreté du mur. Simplement, en disant cela, qui était un peu extravagant, Donald Trump indiquait une volonté très forte de lutter contre l'immigration clandestine. Et sur ce sujet de l'immigration, ce qui importe aux Américains, c'est d'avoir un président dont ils savent qu'il va agir, quand bien même il peut y avoir quelques excès et quelques outrances au passage, mais au moins il y aura cette volonté et au moins il fera quelque chose qui correspond à ce qu'il aura dit. C'est très frappant de la façon de voir la façon dont Joe Biden a réagi à la crise de l'immigration clandestine aux États-Unis. Il a mis beaucoup de temps, parce que l'immigration clandestine, en réalité, a augmenté sous son mandat. Et il a mis beaucoup de temps à prendre des mesures restreignant cette immigration clandestine. Donc, entre un camp démocrate qui tarde à prendre conscience et à agir face à un problème qui est reconnu par beaucoup d'Américains, y compris quand ils sont d'anciens émigrés, notamment les hispaniques, qui viennent d'Amérique du Sud ou du Mexique, et qui, cette fois-ci, ont voté beaucoup plus en faveur de Trump. Quand on est un électeur américain qui est préoccupé par ces sujets, notamment tous les hispaniques qui vivent dans le sud des États-Unis, pas très loin de la frontière avec le Mexique, eh bien on se dit il vaut mieux un Donald Trump qui, certes, par moments dérape, par moments raconte un peu n'importe quoi, mais qui va faire quelque chose. Alors qu'avec M. Biden et son héritière, Mme Harris, on n'est pas sûr qu'il fasse quelque chose. Et donc l'excès et l'outrance chez le leader populiste, qui serait
rédhibitoire pour un leader classique, manager libéral. Au contraire, chez un leader populiste, le fait d'être dans l'outrance est un atout, puisqu'au moins il témoigne de son volontarisme fondamental, puisque le populisme, c'est une réhabilitation du volontarisme contre toutes les contraintes qu'ont imposées la mondialisation, la libre circulation des personnes, des capitaux, des marchandises, et que le leader populiste, lui, il dit « Non, mais avec moi, ça ne va pas se passer comme ça ». Et la force de Trump, qui est un charisme de la force, qui est un charisme de catcheur, ça consiste à dire « Non seulement je le dis, mais vous verrez, je ferai quelque chose ». Et donc le bilan de Trump était apprécié par au moins une majorité des électeurs américains de façon beaucoup plus positive que celle qu'on a pu percevoir en France et qu'on a pu écouter ou reprendre dans les commentaires. Et donc tout ça explique, face à une Kamala Harris qui était handicapée par un départ très tardif dans sa campagne, mais qui avait du mal à dessiner un personnage de l'imaginaire américain. Alors certes, c'est une femme, certes, c'est une femme issue de l'immigration, c'est une femme de couleur, et ces éléments-là ont leur importance aux États-Unis. Mais son exercice de vice-présidence ne lui avait pas permis elle était restée relativement discrète. Un des dossiers qu'elle avait menés avait été soldé par un demi-échec. Et donc, elle n'avait pas accumulé le capital qui construit un personnage de leader auprès des Américains. Et donc, le résultat de cette élection, c'est que Donald Trump avait eu 74 millions de voix en 2020, qu'il en a eu 76 ou 77 cette fois-ci, qu'il a progressé, et que Joe Biden avait eu 81 millions de voix en 2020, et Kamala Harris a fini aux alentours de 72-73 millions de voix. Le dépouillement est très long aux États-Unis, donc le résultat définitif, on l'a à peine. Et donc Donald Trump a pour la première fois gagné en voix, à la fois parce qu'il a réussi à remobiliser tous ses électeurs, à en gagner des nouveaux, chez les hommes, chez les hispaniques, un peu moins chez les noirs, mais il a progressé dans toute une série d'électorats. Il a même progressé dans les familles, dans les ménages qui ont des revenus moyens ou bas, pendant que Kamala Harris, elle, ne parvenait pas à remobiliser les électeurs qui s'étaient portés sur Joe Biden. Et donc la différence, le fait qu'elle ait perdu 7 millions de voix ou 8 millions de voix pendant que Trump en gagnait 2 ou 3, explique cette victoire qui s'est concrétisée dans l'ensemble des États clés, des fameuses swing states que Trump a remporté en intégralité, ce qui est rarissime. La victoire de Trump n'est pas massive. À l'arrivée, il n'y a que 3 millions de voix d'écart à peu près. Mais il a remporté tous les États américains, y compris ceux qui étaient incertains. Et quand vous regardez la carte électorale, vous êtes très frappé de voir que les démocrates, l'essentiel des votes démocrates sont sur la côte est et la côte ouest des États-Unis, et qu'au milieu, c'est une grande tache rouge républicaine et trumpiste. Et donc, Donald Trump a vraiment conquis le cœur de l'Amérique. On le pensait éliminé, il a réussi à revenir. Et ça, c'est une capacité de leader qu'il a fondée sur sa capacité de décision dans des domaines décisifs pour les Américains et dans la construction d'un personnage de combattant catcheur qui correspond, combattant catcheur, j'ai oublié de dire, évidemment anti-système, des gens bien comme il faut de Washington, donc en un personnage de rupture, mais qui appartient à l'imaginaire américain. Donc voilà, j'espère que je n'y ai pas passé trop de temps. 30 minutes. Oh là, il faut que j'aille vite sur Emmanuel Macron. Alors, je vais être plus court sur Emmanuel Macron, pour laisser place à vos questions, mais comme vous avez sans doute peut-être des questions en lien avec l'actualité, je sens qu'on y reviendra. Quel est le personnage qu'avait construit Emmanuel Macron? Ça, c'est un imaginaire tout à fait français. Il avait construit le personnage du bon élève. Inspection des finances, banquier, le meilleur de la classe dirigeante de l'élite à la française. Emmanuel Macron est complètement ce personnage-là. Et sa grande cause était d'adapter la France, d'adapter enfin la France, ce vieux pays un peu rétif aux évolutions, qui s'est construit sur l'État et grâce à l'État, dans un monde où l'État et les politiques est en régression, dans le monde de la globalisation financière et économique,
où le rôle de l'État est moins important. Et donc l'ambition d'Emmanuel Macron, c'était d'être le jeune premier, le meilleur élève de la classe dirigeante, pour permettre enfin à la France de bien s'adapter et de s'intégrer à la mondialisation, mondialisation qui était de son point de vue heureuse, qui était un phénomène un phénomène progressiste. Et donc Emmanuel Macron a eu comme grande qualité de sentir en 2016 que les deux partis qui ont fait la Ve République, le PS et les Républicains, étaient en fait entrés en déclin, qu'ils étaient à bout de course, que la différence entre cette droite et cette gauche de gouvernement était de plus en plus difficile à saisir pour beaucoup d'électeurs, y compris parmi les électorats du PS et des Républicains. Et donc il s'est dit, il y a une opportunité, bien avant l'affaire Fillon, il y a une opportunité pour être celui qui va rassembler et réunir des gens de gauche et des gens de droite pour adapter la France à la mondialisation. Et moi, je suis l'incarnation du bon élève de cette classe dirigeante à la française, de l'homme compétent. Et ça fait partie de l'imaginaire français. C'est un modèle de leadership français qui existe, qui avait Giscard d'Estaing, n'était pas très très loin, on n'était pas à la période de la mondialisation, mais Valéry Giscard d'Estaing, pour ceux qui l'ont connu, dans la salle je pense qu'il y en a quelques-uns, pour ceux qui s'en souviennent, Valéry Giscard d'Estaing incarnait déjà ce type d'homme brillant, compétent, ou à l'intelligence très vive, et qui allait faire épouser, qui allait permettre que la France épouse la modernité après la rigidité gaulienne, un peu trop hiératique et un peu trop vieillotte, et qui d'ailleurs était déjà très pro-européen, comme l'est toujours Emmanuel Macron. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Emmanuel Macron, à partir de ce potentiel d'incarnation, de ce potentiel de capacité de décision, parce que sa compétence était rassurante. Lui, il savait comment ça fonctionnait, l'économie. Et dans sa vision, l'économie était absolument première et centrale. La difficulté d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est arrivé presque, j'allais dire, en fin de cycle. C'est-à-dire qu'il est devenu le président de la mondialisation heureuse au moment où la mondialisation devenait malheureuse et que l'idéologie libérale de la mondialisation était en train de refluer parce qu'on en revenait au monde des frontières, de la souveraineté, au monde où les États-nations reviennent, au moment où les nationalismes reviennent, au moment où la question des identités et des appartenances reviennent. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il s'est heurté, Emmanuel Macron, fraîchement élu, au bout d'un peu plus d'un an de présidence, à ce mouvement des Gilets jaunes qui a été, au fond, le premier vrai signal, et un signal très important, que les bases sur lesquelles il avait été élu se heurtaient à une partie conséquente de la société française, une partie de la France qui, elle, se sentait absolument pas, non seulement pas concernée par son discours, mais qui se vivait comme victime de son discours. Et Emmanuel Macron a été le président des crises, la crise des Gilets jaunes, qui n'est pas une crise purement dont le moteur est seulement interne. Souvenons-nous que c'est un moment où c'est le prix de l'essence, le prix mondial de l'essence augmente, qui percute un moment où les taxes sur l'essence décidées sous François Hollande augmentent et qui produisent et qui sont le déclencheur, le carburant, ce jeu de mots, du mouvement des Gilets jaunes, dans ce que Jérôme Fourquet a appelé le peuple de la voiture. Mais cette crise, qui a été la première de son mandat, a été annonciatrice de toutes les crises qui ont suivi, et qui, elles, sont venues vraiment de l'extérieur. Évidemment, la pandémie, ensuite la guerre en Ukraine, qui n'a pas eu de conséquences internes, si ce n'est une conséquence économique très importante, qui est l'inflation. Donc Emmanuel Macron a dû faire face à l'inflation. Et puis, il a dû faire face à toute une série de crises qui se sont enchaînées. Et lui, qui était arrivé pour être le manager de la Startup Nation, en remettant ses finances publiques en ordre, s'est trouvé pris au piège et pris dans ce que j'appelle la schizophrénie française, c'est-à-dire qu'on voit à la fois un manager, mais quand les choses vont mal et quand il y a une crise, on veut l'urgentiste. On veut un urgentiste. On veut un urgentiste qui arrive avec le chéquier et qui fait immédiatement le chèque pour résoudre la crise.
C'est ce qu'Emmanuel Macron a fait dès la crise des Gilets jaunes. Vous vous souvenez peut-être, un jour de décembre, où à la télévision, il dit non seulement je vais annuler l'augmentation des taxes sur l'essence, mais en plus je mets en place un système de primes qui coûtera 10 milliards d'euros. Puis au moment de la pandémie, le 17 ou le 18 mars 2020, c'est lui qui prononce ce mot fatidique, à mon sens, de quoi qu'il en coûte. Et pendant 2 ans, la France, enfin plus exactement le budget de l'État, c'est-à-dire plus exactement nous tous, allons déverser des tombereaux de milliards pardon, dans le pays pour compenser les conséquences des mesures sanitaires qui sont prises tout au long de ces 2 années, qui nous amènent, pas tout à fait 2 années, mais qui nous amènent jusqu'à quasiment la fin 2021. Puis ensuite, il y a la crise de l'inflation, qui avait commencé avec la fin de la pandémie et qui est démultipliée par la crise ukrainienne. Et là, à nouveau, Emmanuel Macron, lui qui était le manager, redevient urgentiste, reprend son chéquier, et nous avons dépensé beaucoup plus que les autres pays européens pour limiter les effets de l'inflation pour la population entière. Ça a été le cas sur les taxes d'électricité, ça a été le cas pour l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation, qui a coûté très très cher. Toutes ces mesures accumulées, ce qu'on a appelé les boucliers contre l'inflation, ont représenté des sommes considérables, bien plus importantes que celles que les autres pays européens décidaient. Et donc, Emmanuel Macron, bon élève, gestionnaire d'une entreprise France performante et ayant remis ses finances publiques en ordre, a été en même temps le président urgentiste qui a le plus dépensé ces dernières années, puisqu'à chaque fois qu'il y avait une crise, la seule solution qui s'offrait à lui était d'ouvrir le carnet de chèques et de faire des chèques à telle ou telle catégorie de la population, mais des catégories de la population de plus en plus nombreuses. Or, qu'est-ce qu'il se passe ? Parce qu'on arrive à la dissolution, et j'en finirai par là pour ne pas trop déborder et vous laisser poser des questions. C'est que Emmanuel Macron a montré sa capacité de décision. On sait qu'il est capable de décider un confinement en 1 semaine. On sait qu'il est capable d'imposer une réforme des retraites en 2023. On sait qu'il est capable de prendre des décisions de la dissolution de façon peut-être un peu solitaire. Donc il a une capacité de décision. Mais cette capacité de décision, qui est incontestable, qui est une qualité du chef incontestable, elle a fini par complètement brouiller son discours. Et elle a fini par insécuriser. C'est-à-dire qu'il n'a cessé d'être schizophrène entre le rôle de manager, celui qui fait des restrictions, et le rôle d'urgentiste, celui qui fait les chèques. Et à force de faire des chèques, il a fallu d'abord faire la réforme des retraites de 2023, dans la posture du manager, qui est très mal passée, comme vous vous en souvenez, et qui a largement plombé sa légitimité, parce que la façon dont elle a été adoptée sans vote à l'Assemblée nationale par un 49-3 a largement entamé la légitimité de cette réforme, qui par ailleurs a été contestée sur le fond par les actifs. Et donc, il perd une bonne partie de sa légitimité en 2023 à travers la réforme des retraites, sans expliquer clairement aux Français, sans leur dire clairement, vous savez, il y a eu le quoi qu'il en coûte, et maintenant, ça coûte. Maintenant, il y a une addition à payer, et il faut qu'on la paye. Donc, il fait passer cette réforme des retraites. S'ensuit l'année que nous avons connue depuis, avec des dérapages budgétaires, parce que tout ce que nous avons dépensé depuis 2020 finit par s'accumuler, plus quelques erreurs techniques, techniques graves, de Bercy sur la prévision des recettes fiscales, et on se retrouve avec un déficit budgétaire bien plus important que prévu, dans un pays qui a une dette, comme vous ne l'ignorez pas, qui est très importante, avec les agences de notation, les marchés financiers, la Commission européenne, qui commencent à sérieusement s'inquiéter. Et Emmanuel Macron comprend au moment des élections européennes que le budget 2025, il va être très difficile à faire, que son gouvernement sera censuré et qu'il va sortir en lambeaux de cette période. Et sans l'expliquer, et en allant beaucoup trop vite, il décide de cette dissolution, le 9 juin au soir, qui deviennent des élections de la peur, parce que personne ne comprend réellement. C'est d'ailleurs très paradoxal. On reprochait au président de la Ve République depuis Sarkozy
de ne plus revenir devant le peuple par des référendums ou par des dissolutions, qui étaient complètement tombés en désuétude. Et au moment où Emmanuel Macron dit « Tiens, eh ben, puisque c'est comme ça, je vais vous redonner la parole ». Mais comme il n'en a pas bien expliqué les raisons, ces élections deviennent des élections de la peur. Et comme nous vivons ce qu'il a peut-être mal mesuré, dans une société, un système politique qui s'est tripolarisé, eh bien on se retrouve, malgré le scrutin majoritaire, avec une absence totale de majorité le soir du 7 juillet, comme vous vous en souvenez. Et ce qu'il voulait éviter, c'est-à-dire la très grande difficulté à faire un budget, à avoir un gouvernement qui tienne dans ces conditions, puisque rappelez-vous que dans la précédente législature, il n'avait qu'une majorité très relative de 250 députés, eh bien, on se retrouve dans la situation où ce budget très difficile fait chuter finalement le gouvernement. Emmanuel Macron, ce qui est très paradoxal, c'est que c'était lui qui était le bon élève, l'image même de la classe dirigeante, de l'homme compétent en économie et en finances publiques, est devenu celui qui a insécurisé politiquement les Français et qui les a insécurisés économiquement par la difficulté, voire l'incertitude sur notre capacité collective à avoir un budget qui soit voté, et de préférence pas au mois de juin, parce qu'un budget pour l'année qui s'écoule, il serait mieux qu'il soit voté au mois de janvier. Et donc l'homme qui nous devait nous sécuriser, l'homme qui incarnait le prestige à la française de l'élite, devient finalement celui qui insécurise tout le monde et qui est presque pris à son corps défendant en flagrant délit d'incompétence, d'insécurisation et de grandes difficultés à mener les affaires de la nation. D'où son allocution de ce soir. Au contraire, il cherche à rassurer en disant on va nommer un nouveau gouvernement, on va faire une loi spéciale pour reconduire le budget 2024 et on adoptera un budget au mois de janvier sans trop rentrer dans les détails parce que tout ça ne va pas être facile. Et donc, voilà, je voudrais en rester là peut-être parce que je vais laisser la place aux questions. Mais le modèle de manager gestionnaire que voulait incarner Emmanuel Macron et qu'il incarnait incontestablement en 2017 s'est pris dans les pieds, dans le tapis des crises successives, a mené une politique à rebours de celle qu'il voulait mener, parce que son objectif n'était pas de dépenser des tombereaux de dépenses publiques et sociales et des milliards d'euros, comme il a été plus ou moins contraint de le faire à travers ces différentes crises. Et donc il se retrouve dans une situation où il se retrouve pris au piège, sans aucune majorité désormais, sans certitude que même avec des élections anticipées, on en aurait une nouvelle, dans le système tripolaire dans lequel nous sommes collectivement un peu enfermés. Et donc on se retrouve dans cette situation de blocage où le bon élève, bon gestionnaire, se retrouve avec un pays qui est insécurisé politiquement et qui est insécurisé financièrement. Alors il y a beaucoup d'injustices dans tout ça, mais la réalité est qu'un président de la République, un chef, il doit assumer ses responsabilités. Ce soir, il nous a dit qu'il irait jusqu'au bout de son mandat. Je pense que sa démission ne réglerait pas le problème politique français, qui est de savoir comment on remet des finances publiques en ordre et qu'on accepte des petits efforts et des petits sacrifices collectifs. Ça, je pense que personne n'a encore trouvé la solution et Michel Barnier a été renversé d'avoir essayé. Mais nous voilà dans cette situation qui marque incontestablement une dévaluation de la fonction présidentielle dans ce qu'elle a dans son cœur, qui est d'incarner et de décider, ce qui est au cœur du rôle du chef. Voilà comment je voulais vous présenter les choses et faire le contraste entre ces deux modèles de leaders que sont Donald Trump, le leader populiste par excellence, et Emmanuel Macron, qui était le modèle du manager libéral qui allait nous adapter à la mondialisation et qui finalement a rencontré les crises de la mondialisation. J'avais prévu de vous faire une petite conclusion sur Marine Le Pen. Est-elle un leader d'envergure et capable de gagner l'élection présidentielle? Mais je me soumets à Nicolas. Est-ce que je poursuis un peu? Ou est-ce que vous préférez... Visiblement, le public a répondu. Hein. Bon, alors, sous les encouragements, je poursuis. Je ne vais quand même pas être trop long. Au fond,
dans mon livre, et c'est ce que je viens d'essayer de vous décrire à travers Donald Trump et Emmanuel Macron, en fait, je me suis beaucoup inspiré du général de Gaulle pour définir les qualités du bon chef. Parce que le grand avantage, mais il ne faut pas trop le répéter, je cite beaucoup de Gaulle dans mon livre, mais en fait, de Gaulle avait tout écrit dans Le fil de l'épée, publié en 1932. Il était à l'époque colonel, je crois, pas encore général. Et il avait écrit, il devait avoir il est né en 1890, donc il avait une bonne quarantaine d'années, mais donc encore assez jeune, un livre absolument génial qui est Le fil de l'épée, qui vous donne le vade-mecum du bon chef, du chef qui a de l'autorité naturelle et qui a une légitimité. Et il disait donc qu'il y a 3 qualités fondamentales. Il le disait un peu différemment, mais je synthétise et simplifie. La capacité de décision protectrice, le prestige et le service d'une grande cause qui vous dépasse. C'est De Gaulle qui a défini ces trois qualités fondamentales du chef. Et j'ai essayé de vous montrer pourquoi Donald Trump, quoi qu'on en pense, et quand bien même on ne l'aime pas, ce qui est mon cas, pouvait correspondre, pouvait trouver dans l'imaginaire américain ces 3 qualités, et pourquoi Emmanuel Macron, malgré son intelligence brillante qui est tout à fait réelle, avait eu beaucoup de mal à les trouver au cours de son mandat. Et je me posais la question, puisqu'elle est la favorite de la présidentielle, en tout cas celle qui apparaît en position, cette fois-ci, d'être élue, Marine Le Pen. Marine Le Pen a-t-elle ces qualités et peut-elle manifester ses qualités avant même d'être élue, puisqu'elle vient, c'est plus difficile pour elle. Elle vient d'un parti, elle est héritière d'un homme qui incarnait l'extrême droite. Elle a essayé et elle a plus qu'essayé, elle a en partie réussi, mais pas totalement. D'où l'échec des législatives dernières. Elle a transformé son parti politique pour en faire un parti de droite populiste, identitaire, mais aussi social. Et donc, le travail de Marine Le Pen sur sa propre image personnelle, en contraste avec son père, et sur l'évolution idéologique et politique de son parti, est un travail en une dizaine d'années. Elle a commencé en 2011. Elle prend le parti en 2011 pour succéder à son père. Donc, en un peu plus d'une dizaine d'années, ce travail est impressionnant. Et elle passe dans le même temps de 15% à 33% aux dernières législatives. C'est plus que le double. C'est un succès politique. On peut, quoi qu'on en pense, de Marine Le Pen. On ne peut pas l'ignorer et le contester. Est-ce qu'elle est une vraie leader? Est-ce qu'elle est dans l'imaginaire politique français? Première réflexion, c'est une femme. J'ai personnellement travaillé auprès de Ségolène Royal il y a longtemps. Et la dimension féminine, enfin de la féminité dans la campagne de 2007 est loin d'être négligeable. Ma conviction personnelle est qu'une femme, pour incarner un rôle de leader, doit s'inscrire dans un modèle maternel. Toutes les femmes qui ont gouverné en Europe ont incarné différents modèles, mais à partir du modèle maternel. Madame Thatcher est une mère tape dure. Madame Merkel est une mère douce, tout en consensus, mais avec une autorité, sans grand charisme, mais avec une autorité. Golda Meir, en Israël, était la mère d'Israël. Les Allemands appelaient Madame Merkel Mutter. C'était leur maman. Est-ce que Marine Le Pen a cette dimension maternelle qui rassure? Parce qu'on peut faire tous les discours que l'on veut et raconter tout ce qu'on veut. On est dans un pays où ce n'est pas naturel qu'une femme gouverne. Je ne veux pas remonter à la loi salique et à l'imaginaire français du monarque, fût-il républicain aujourd'hui. Mais ce n'est pas traditionnel. Ce n'est pas dans nos habitudes qu'une femme préside et nous gouverne. On a eu des régentes. Elles n'ont pas toujours bien fini dans la mémoire des Français. Elles n'ont pas toujours été très aimées. Je ne crois pas qu'Anne d'Autriche ait été particulièrement appréciée pendant la période de Mazarin et avant Louis XIV, donc, qui est la dernière régente à ma connaissance. Et donc, être une femme, c'est pas un atout formidable quand en France vous voulez être président. Donc, est-ce qu'elle est capable d'incarner ce modèle maternel? Je n'ai pas tout à fait la réponse, parce que dans le côté maternel, il y a soit la fermeté, soit la réassurance.
La fermeté, on peut imaginer que Marine Le Pen, là, d'ailleurs, d'une certaine manière, elle vient d'en faire la démonstration dans sa décision de censurer Barnier, parce qu'elle a été d'une brutalité dans la négociation redoutable. Le négociateur du Brexit, qui était Michel Barnier, avait réussi à négocier avec les Anglais, mais pas avec Marine Le Pen, visiblement. Ce qui veut dire quand même que c'est un certain niveau de difficulté. Elle a été d'une très très grande violence dans cette négociation, puisqu'elle avait obtenu gain de cause sur trois de ses 4 lignes rouges, et qu'elle voulait la 4e. Et donc elle voulait l'humiliation de Michel Barnier. Soit elle se couchait complètement, soit elle votait la censure. Il ne s'est pas couché, elle a voté la censure. Donc sur la capacité de fermeté, de prendre une décision et de l'appliquer jusqu'au bout, je crois que Marine Le Pen, même si elle est beaucoup critiquée pour avoir pris cette décision, par ailleurs sur d'autres aspects peut-être à juste titre, mais en tout cas Marine Le Pen a démontré là que quand elle voulait quelque chose, le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne lâchait pas. Donc est-ce qu'elle préférera développer ce modèle de leadership maternel, j'allais dire à la Thatcher dans l'imaginaire, plus que dans la réalité des politiques menées? Écoutez, on verra, c'est la première question. Elle est, tout son discours politique est d'être protectrice de la nation. Alors d'une façon qu'on peut complètement rejeter et qu'on peut largement critiquer. Mais là, je ne parle pas du fond des politiques proposées ce soir. Elle se veut la protectrice de la nation. Elle se veut la défenseur d'une certaine idée de l'identité française, en ayant beaucoup édulcoré le discours de son père. Et donc, elle peut avoir cette dimension, pardonnez-moi, d'une femme qui incarne la mère protectrice de la nation française. Est-ce qu'elle a du charisme? Je suis partagé sur la question. Trump a un charisme de la force. Macron avait un charisme de la compétence, même si ce charisme s'est un peu effrité en cours de route. Quel serait le don de grâce divine de Marine Le Pen, puisque c'est l'origine du mot charisme? Est-ce que c'est la capacité à comprendre les problèmes des Français? Elle cultive beaucoup la proximité. J'aime beaucoup ces petites vidéos avec son chat dans le sapin de Noël. Elle cultive beaucoup cette proximité. Peut-être que c'est ça son don extraordinaire par rapport aux autres politiques français, c'est de cultiver cette proximité avec les Français qui n'est pas sans rapport avec une certaine dimension maternelle, accessoirement. Je ne suis pas conseiller de Marine Le Pen, je ne suis pas son conseiller communication ou stratégique. Et quelle est la grande cause qui vient nourrir et renforcer son charisme? C'est celui d'une certaine conception de la France qu'on n'est pas obligé de partager d'ailleurs. On peut avoir d'autres conceptions de la France qu'elle et de considérer qu'elle a une vision totalement passéiste. Mais en tout cas, elle a cette grande cause. Et donc, pour terminer, je pense qu'elle a commencé à construire des éléments de leadership assez forts, qu'elle est servie par une autre chose, c'est qu'elle a subi des échecs et qu'elle s'en est relevée. Et ça, c'est une dimension dans la construction d'un personnage de présidentiable et de leader qui est quand même très important. Emmanuel Macron est un des rares à avoir échappé à cette étape d'avoir connu des échecs avant les réussites. Peut-être d'ailleurs, et c'est un élément qui lui a manqué pendant sa présidence, même s'il l'a d'une certaine manière, il connaît un échec. Et on va voir s'il est capable de s'en relever et de retrouver une autorité et une légitimité. Mais en tout cas, Marine Le Pen a commencé à construire des éléments de leadership qui me paraissent bien supérieurs à ceux de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais, parce que j'ai quand même arrêté de parler à un moment donné. Mais je trouve que de ce point de vue-là, elle a une certaine avance et que ses concurrents, pardonnez-moi, lors de la prochaine présidentielle, devront avoir de forts éléments de comparaison pour pouvoir la concurrencer. Et que la période qui va s'ouvrir là, dans les 6 mois qui viennent, le choix qu'elle va faire de continuer à être, si j'ose dire, la mère tape dure qui censure les gouvernements au nom de la défense du peuple,
ou pas, avec évidemment son procès qui jouera un rôle très important là-dedans et qui joue un rôle très important, excusez-moi, dans sa psychologie, eh bien, je pense que les 6 mois qui viennent seront très importants dans la construction de ce leadership. Je m'inquiète un peu de voir que ses concurrents successeurs d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe ou d'autres prennent un petit peu de retard dans la construction de leur leadership. Voilà, je vous remercie et puis je vais écouter vos questions maintenant. Merci beaucoup Philippe Guibert. Vous pouvez me rejoindre. Il y a des micros qui sont là, effectivement, qui vont circuler. Je vais me permettre, en attendant que les mains se lèvent, de vous poser une première question. Vous nous avez finalement présenté ce soir plusieurs modèles de leaders. C'était fort instructif, mais en même temps, je me permets de vous faire remarquer que je trouve difficile de comparer le succès d'un homme aux campagnes à l'échec d'un homme qui est au pouvoir. Donald Trump n'était pas au pouvoir en 2024, il n'a pas exercé le pouvoir ces 4 dernières années, il n'a pas été réélu en 2020, tandis qu'Emmanuel Macron a été réélu, lui, en 2022. Et on entend les raisons qui font que des électeurs peuvent être séduits par un candidat. Et vous avez été très clair sur les raisons qui font qu'aujourd'hui, les électeurs américains se sentent plus sécurisés par Trump que par les candidats démocrates. Mais en même temps, c'est très différent de l'exercice du pouvoir. On ne sait pas quelle sera la situation de Trump dans 2 ou 3 ans aux États-Unis. Oui, vous avez évidemment... Est-ce que ça marche bien? Vous m'entendez? Vous me mettez bien prêt comme ça. Oui, vous avez évidemment raison, Nicolas. Trump a été battu en 2020, tout le monde l'a oublié aussi, ça. C'était un élément très absent des commentaires. Mais Trump a été battu en 2020 de l'avis général des politistes américains à cause de sa gestion du Covid. C'est-à-dire que Trump, qui était le protecteur du pouvoir d'achat des Américains contre une immigration clandestine trop importante, est devenu un président qui a insécurisé les Américains par sa gestion erratique, avec des déclarations extravagantes, pour rester poli. Des questions de Javel, je crois. Je crois me souvenir aussi. Et donc Trump a été perçu en 2020 comme insécurisant. Un chef, quand il commence à être perçu comme insécurisant, sa légitimité, son autorité dégringolent. Trump, ça n'a pas complètement dégringolé quand même, parce que même s'il est battu en 2020, il fait quand même 74 millions d'électeurs, c'est-à-dire de votants en sa faveur, c'est-à-dire plus qu'en 2016. Il fait plus, Trump, il obtient plus de votes en 2020 qu'en 2016. Mais comme c'est un système avec des grands électeurs, ça ne suffit pas d'avoir plus d'électeurs. Oui, c'est ça. Par le système des grands électeurs et des différents États bascules, il a perdu en 2020. Mais face à un Joe Biden qui réalise un score extraordinaire, c'est-à-dire de réunir 81 millions d'Américains, c'est le président élu qui aura obtenu le plus de votants. Je ne parle pas en pourcentage, là, je parle en nombre de votants. En nombre absolu de votants, Joe Biden a le record absolu des présidents des États-Unis. Mais Trump, ce n'était pas un échec complet. Il a été battu à cause de sa gestion du Covid, mais il n'était pas balayé. Et ça a été l'erreur des démocrates de vouloir à tout prix le tuer. Quand on cherche à tuer quelqu'un par des affaires judiciaires, il faut réussir son coup. Vous savez, parce que quand vous le ratez, l'animal blessé devient encore plus dangereux. Donc Trump a eu ce grand mérite de résister par beaucoup de procédures juridiques et de très bons avocats à éviter la mort politique et judiciaire pendant toutes ces années-là. Mais il a réussi à remobiliser son électorat 2020 et même à continuer à progresser. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que déjà en 2020, on disait oui, mais là déjà Trump, il a vraiment, c'est incroyable le score qu'il a obtenu, même s'il a été battu. Mais il a fait plus là cette fois-ci. Donc ça témoigne quand même que l'exercice du pouvoir de Trump a été une des bases de sa réélection dans le domaine économique et dans le domaine migratoire. Donc oui, bien sûr, c'est plus facile d'être élu quand vous êtes dans l'opposition que quand vous êtes au pouvoir. Emmanuel Macron, lui, a été réélu dans des conditions totalement différentes. Et d'ailleurs, les conditions de cette réélection, à mon avis, ont largement terni les conditions de son deuxième mandat, parce que ça a été, vous vous en souvenez tous, une élection en 2022 qui a été un peu, non pas faussée, mais écrasée par l'invasion russe en Ukraine et par le fait qu'il n'y a eu que 3 semaines véritables de campagne à la fin,
qui se sont concentrés sur la question du pouvoir d'achat. Alors certes, la question du pouvoir d'achat est tout à fait essentielle, mais enfin, le moins qu'on puisse dire est qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour débattre, écouter les candidats sur leurs propositions. On va passer le micro dans la salle. Merci beaucoup Philippe Guibert pour cette conférence. Je ne suis pas sûr que vous nous auriez fait la même il y a une semaine. Donc ça veut dire que... Si, parce que... Bon, pas très loin. Oui. Pas très loin. J'aurais deux questions rapides. La première, concernant l'incarnation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue en France, mais pas seulement en France, entre la nation et l'Europe? On ne sait plus trop à quelle nation on appartient. Et finalement, incarner quelque chose là-dedans, en ayant toujours un pied là et un pied là, est-ce que c'est réellement possible? C'est la première question. Et puis, deuxième question, je crois avoir bien compris ce que vous nous avez expliqué concernant Trump. C'est finalement quelqu'un qui a accepté de voir ce que le peuple voit et qui n'a pas passé son temps à expliquer au peuple qu'en fait, il ne voyait pas ce qu'il voit. Ah oui, absolument. Vous voyez, regardez ailleurs, c'est pas ça que vous voyez. Vous voyez est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là aussi qui se joue dans le rapport politique en France aujourd'hui? Alors je commence par votre dernière question sur finalement la façon dont on regarde le réel. Alors le réel, il a plein de facettes. Mais Trump a évidemment cette qualité d'aller sur les sujets qui ne sont pas politiquement corrects et que le politiquement correct a essayé de voiler ou de mettre de côté. Et donc quand on fait du cadeau à l'adversaire, en l'occurrence populiste, d'une partie du réel, pas tout le réel, mais d'une partie du réel, parce qu'on ne veut pas parler d'immigration, qu'on ne veut pas parler d'insécurité, eh ben on rend un grand service à l'adversaire populiste. Et je pense que la gauche française, en particulier, a été victime de ce politiquement correct-là, a même régressé dans la façon de regarder la réalité par rapport à l'époque où moi je l'ai connu et côtoyé. Et donc aujourd'hui... Elle s'en éloigne de plus en plus. C'est ce que vous dites? Ah oui, je pense... Enfin, vous savez, la gauche française, quand j'étais directeur du SIG après l'élection de François Hollande, au premier tour, la gauche, toute gauche confondue, c'est 43%. Au premier tour, si on additionne tous les candidats de gauche, Hollande, Mélenchon, etc. Là, à la dernière présidentielle, c'était moins de 30%. Et aux dernières élections législatives, le nouveau Front populaire, celui qui est censé avoir gagné, a fait 28%. Donc la gauche, c'est moins 15% en 10 ans, en 15 ans, quand même. Donc à un moment donné, la gauche a perdu des électeurs. Alors ils se sont retrouvés en partie chez les macronistes. Mais c'est pas simplement... ils sont restés les mêmes électeurs de gauche votant pour Emmanuel Macron. Ils ont abandonné la gauche et ont considéré qu'Emmanuel Macron était pluraliste sur le plan économique et sur toute une série de sujets. Et donc la gauche, à mon sens, est un peu victime de sa difficulté à regarder le réel, comme vous le disiez. Et il est bien évident que cette difficulté à regarder le réel a fait le jeu de Donald Trump aux États-Unis, comme il a fait énormément le jeu de Marine Le Pen en France. Ça, c'est clair. Et que je pense que toute cette théorie qui est très en cours à gauche, selon laquelle parler d'un sujet, c'est déjà renforcer celui qui est leader sur ce sujet, et que donc on n'a pas le droit de parler d'immigration ou d'insécurité, parce que sinon on fait le jeu de Marine Le Pen, est une grave erreur. D'ailleurs, au passage, c'est tellement une erreur, et c'est tellement, pardonnez-moi, un peu idiot ce raisonnement, que Marine Le Pen, elle, rien ne l'empêche de parler de social. Je vous signale qu'elle a voté, ou elle a essayé de voter, l'abrogation de la réforme des retraites avec la gauche il y a quelques jours avant la motion de censure. Et que la motion de censure, elle la vote au nom du fait que Barnier ne voulait pas indexer les pensions de retraite sur l'inflation pendant les 6 premiers mois de l'année, enfin, sauf les petites retraites. Donc c'est bien sur des sujets sociaux qu'elle est allée ces dernières semaines, Marine Le Pen. Et donc, elle qui est censée devenir d'une droite radicale, ça ne l'empêche absolument pas d'aller sur des sujets qui sont réputés
de gauche, qui sont tellement réputés de gauche que la gauche n'en a plus le monopole. Et que dans le même temps, la gauche considère qu'elle ne doit pas parler de sécurité et d'immigration. Mais je pense que le PS est en train de le comprendre. Et je vois dans les communiqués qu'ils ont faits aujourd'hui, parce qu'on sent bien que le PS veut se détacher de LFI, enfin qu'il aimerait bien en tout cas pouvoir le faire. J'ai remarqué dans leurs communiqués qu'ils reparlent de sécurité. Parce que moi j'ai connu des maires PS qui étaient aussi préoccupés par l'insécurité qu'un maire de droite. J'ai travaillé avec des maires PS ou des élus PS pour qui l'insécurité était une préoccupation majeure de leurs concitoyens et qui considéraient que c'était un sujet très important. Et donc là, la gauche a été en forte régression. Je crois qu'il y avait une autre question. La première question était en lien avec la nation et l'Europe. Oui, c'est un sujet complexe. C'est le politiste Pierre Martin qui a théorisé la tripolarisation en France et en Europe, qui explique ça, qui dit que les élites dirigeantes de gauche et de droite sont passées d'une conception nationale jusqu'à Pompidou à une conception post-nationale qui commence selon lui avec Giscard d'Estaing et avec le grand tournant européiste de Giscard d'Estaing, qui bien avant Mitterrand a poussé largement l'Union européenne, l'Union monétaire, le serpent monétaire européen, enfin, etc., etc. Après beaucoup de décisions, Giscard avec Helmut Schmidt à l'époque du côté allemand, pour faire avancer l'Union européenne. Et donc il considère que c'est un tournant très important des élites dirigeantes de gauche et de droite, qui fait qu'elles se sont mis les unes et les autres d'abord au service de l'Union européenne, et donc peu à peu ont abandonné l'imaginaire français. Alors ça ne s'est pas trouvé avec Mitterrand, parce que Mitterrand était un tel connaisseur de la France, était une telle incarnation de la France, qu'il connaissait sur le bout des doigts, et chaque canton de France et de Navarre, il le connaissait. Ça ne s'est pas vu avec Mitterrand, qui était encore dans une très grande tradition française. Chirac encore un peu, parce que justement, il avait cette expérience de la France profonde, etc. Mais à partir de Nicolas Sarkozy, au tout début de son quinquennat, on l'appelait Sarkozy l'Américain. C'était un imaginaire déjà de manager libéral. Et François Hollande n'avait pas d'imaginaire. Je suis désolé d'être un peu méchant, mais comme j'ai travaillé, je peux me permettre, puisque j'étais directeur du SIG à l'époque. Et donc, François Hollande n'avait pas d'imaginaire présidentiel. Il n'avait pas compris qu'il fallait construire un personnage. Il avait d'autres qualités, hein, c'est pas la question, mais ça n'entrait pas dans son... Il avait donc trouvé président normal comme imaginaire, ce qui pouvait être encore un peu efficace en campagne électorale, mais qui est absolument catastrophique une fois que vous êtes au pouvoir. Donc vous avez raison, il y a eu l'imaginaire français s'est mêlé à l'imaginaire de la globalisation. C'est très clair avec Sarkozy, c'est très clair avec Macron, où il y a un imaginaire un peu anglo-saxon du manager, je trouve. C'est pour ça que j'ai pris cette image du manager dans mon bouquin, et qui fait que les Français peuvent avoir du mal à s'y retrouver, parce que les Français, je crois que vous avez reçu Stéphane Rosès il y a quelques mois, qui est le grand théoricien des imaginaires nationaux, mais il a raison, Stéphane. Et donc il faut s'inscrire dans l'imaginaire national pour construire un personnage de leader. Et c'est une difficulté aujourd'hui. De ce point de vue-là, Le Pen reste dans un imaginaire très français. Merci beaucoup. On va passer à une autre question. J'en profite pour... Oui, je voulais revenir sur l'histoire du charisme, parce que je ne sais pas où trouver le charisme de Macron, qui n'écoute personne, qui a toujours raison, et le charisme, c'est aussi la possibilité d'entraîner les autres avec un certain enthousiasme. Mais lui, en fait, quand il a été dans ces deux élections, c'était parce qu'il y avait des repoussoirs de l'autre côté. Enfin, bon. Je vous trouve un peu sévère sur la première élection. Oui. En 2017, il était arrivé en tête au premier tour.
Il est arrivé en Oui. tête au premier tour Et avec 25%. l'histoire de... il a dirigé comme un manager, c'est-à-dire sans demander l'avis de personne, en cassant les syndicats, en cassant les corps intermédiaires. C'est pas du charisme. Non, mais vous avez raison, parce que je vous êtes un peu sévère, mais vous avez en bonne partie raison. Il y avait quand même un enthousiasme en 2017. C'est pour ça que je trouvais un peu... Peut-être qu'il un peu homme providentiel, qu'on n'avait pas vu venir. Côté homme providentiel, effectivement, c'est tout à fait ça. Le type qui a des dons extraordinaires et qui arrive et qui... Ouais, mais en tout cas... En 2017 et pendant sa première année de mandat, Macron avait le charisme de l'entrepreneur, peut-être plus que du manager. Il y a une différence entre entrepreneur et manager. Effectivement, le mouvement des Gilets jaunes est venu très rapidement casser cet élan. Et je pense qu'il ne s'en est jamais tout à fait remis et que peut-être... Il y a eu une deuxième période où Macron a quand même eu, d'ailleurs ça se voyait dans sa cote de popularité, a quand même réussi un peu à entraîner, à convaincre. C'était pendant la période de la pandémie. Il a été soutenu par une plus grande partie des Français durant cette période. Hein. Tout le monde l'a oublié, mais pendant la période de la pandémie, de mars 2020 jusqu'à la fin 2021, Emmanuel Macron avait 40% de popularité. Et précisément parce qu'on avait peur et on avait besoin de se sentir en sécurité. Et parce qu'une partie de la population a jugé qu'il les sécurisait, qu'il les protégeait, ce qui conforte ma petite théorie du lien entre chef et sécurisation. Et il a été, aux yeux en tout cas d'une partie de la population, dont les personnes âgées. Mais il a contribué aussi à nourrir notre peur en disant d'emblée que nous étions en guerre. Oui, mais ça, le chef... Vous avez remarqué que moins on fait la guerre, plus on utilise le vocabulaire guerrier. Et donc François Hollande était en guerre contre le terrorisme, hein, après la vague d'attentats de 2015 et 2016, tragique. Et Emmanuel Macron était en guerre contre la pandémie. Mais il n'empêche, on peut même critiquer a posteriori un certain nombre de décisions. Moi, je constate, en tant qu'analyste, que durant cette période, Emmanuel Macron est remonté à 40% de popularité et que ça correspond juste avant l'élection de 2022. Et que j'écris dans mon livre qu'il n'aurait pas été réélu dans les mêmes conditions sans la pandémie. Et je trouve qu'il a trouvé un statut protecteur justement pendant cette période de la pandémie qu'on a rapidement oublié et que lui n'a peut-être pas mesuré que tout le monde était pressé de se débarrasser de cette pandémie et tout le monde avait envie de tourner la page et qu'il fallait retrouver autre chose. Alors il a essayé pendant la campagne électorale d'être le candidat qui allait convaincre Poutine d'arrêter cette guerre, donc protecteur à nouveau. Ça n'a pas très bien marché forcément parce que c'était Poutine. C'est pas facile à convaincre. Et son deuxième mandat est parti, alors pour le coup sans aucune grande cause, avec un Emmanuel Macron qui a été dans une expression très pauvre et très technocratique. Et on arrive aux réformes des retraites qu'il n'a jamais su expliquer et justifier. Alors certes, c'est pas facile hein, en France, comme partout, de faire passer des mesures impopulaires. Mais et puis en plus, cette réforme pouvait tout à fait être critiquée par certains aspects. Sauf quand même par l'idée qu'il difficile de nier qu'il faut un petit peu allonger la durée de travail sur la vie. Donc, et ça, il n'a jamais su l'expliquer. Oui. Madame disait que... Il ne se serait pas mis à dos les partenaires, ça se serait mieux passé, vous disiez. Je pense, madame, que vous pensez aux syndicats en particulier. Et le fait d'avoir négligé le dialogue social avant de lancer cette réforme des retraites et de ne pas avoir au moins trouvé la neutralité bienveillante de la CFDT, par exemple. Je pense que vous avez raison. Mais je pense aussi, je crois qu'il y a un aspect que Macron n'a jamais voulu assumer dans son rôle de manager, pourtant, qui est que la France est sous surveillance des marchés financiers. Il faut quand même qu'on ne se raconte pas d'histoire. Nous sommes aujourd'hui le pays qui a la plus grosse dette publique en Europe. On est devenu le pays fragile de la zone euro.
Et on est dans la zone euro. Au même point que la Grèce il y a quelques années ? Au même point qu'en termes de taux d'intérêt, pour nous prêter de l'argent, on nous fait payer autant que la Grèce. Ce qui est quand même un peu vertigineux. Et donc, Emmanuel Macron n'a jamais assumé, parce que quand vous voulez jouer le rôle du manager, il vaut mieux bien l'expliquer et préparer vos soutiens, ou en tout cas neutraliser ceux qui risquent de critiquer. Et ça, il ne l'a pas fait, vous avez raison. Je vous propose qu'on passe à une autre question. Il y en a une au fond ? Oui, merci pour votre analyse comparative entre les États-Unis et la France. Il y a quand même une différence fondamentale, c'est le poids économique. Quand un président américain tousse, le monde entier a la fièvre. Et c'est vrai que du côté français, on a quand même perdu, il y a un décrochage économique. Oui, ça y est. Un décrochage économique entre la France et les États-Unis, comme toute l'Europe d'ailleurs, mais en France plus particulièrement depuis 2012, où on a ce décrochage qui a même été fait, bon gré ou non, qui a été fait à l'avantage des États-Unis. Par exemple, l'arrêt de l'industrie nucléaire française, ou alors le sabordage de l'industrie nucléaire française, ou alors le taux d'endettement qui ne pouvait que favoriser la plus grosse économie mondiale. Donc comment vous pouvez expliquer ça ? Parce que l'impuissance du politique, c'est quand même avant tout une impuissance économique. Oui, mais la puissance économique n'a pas permis à Joe Biden d'avoir un bon bilan. Excusez-moi, je recommence. Voilà. La puissance économique des États-Unis, vous avez tout à fait raison, monsieur. Mais ça n'empêche que le bilan de Joe Biden a été jugé très négativement par les Américains. Et la puissance économique des États-Unis, beaucoup d'économistes européens considèrent qu'elle s'est renforcée sous Joe Biden et qu'il a mené de bonnes politiques. Mais les Américains ne l'ont pas vécu comme ça. Donc vous avez évidemment raison. Le pouvoir d'un président américain sur son économie est plus forte que celle d'un président français ou d'un chancelier allemand ou d'une première ministre italienne, et que les États-Unis ont cette puissance économique. Mais elle ne garantit pas pour autant qu'un président américain sortant ait un bilan jugé positif. La réélection de Donald Trump doit beaucoup au bilan négatif, jugé négativement, de Joe Biden par les Américains, malgré leur puissance économique. Mais l'impuissance politique française, il est clair qu'il y a l'impuissance politique française. Elle s'est beaucoup auto-organisée. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. C'est-à-dire que la multiplication des normes, des obligations, tout ça a été organisé par le politique lui-même. Je pense qu'en plus, ensuite, il y a des erreurs stratégiques que nous avons faites sur l'industrie, par exemple, qui a été largement partagée par la gauche et la droite. Il y a eu une époque où la pensée dominante était de dire l'industrie, c'est plus pour nous, et que notre vraie valeur ajoutée, notre richesse future, ça sera les services. Ça correspond aux années 90. Mais est-ce qu'on peut encore réparer ? Ou est-ce qu'il est trop tard ? Disons qu'on peut toujours réparer, simplement ça prend un peu plus de temps et c'est un peu plus difficile. Plus votre machine est cassée, plus elle est difficile à réparer. Elle peut toujours être réparée. Ou alors sinon, ça veut dire qu'on est bon pour la jeter à la casse. Je ne pense pas ça de notre pays. Mais il va falloir quand même, si on veut réparer, qu'on investisse plutôt qu'on dépense en dépenses de fonctionnement courante. Je suis désolé je suis très perlarieur ce soir, mais je l'ai vécu de l'intérieur quand j'étais au SIG ou dans d'autres fonctions. Nous dépensons beaucoup d'argent pour le social. On a dépensé beaucoup moins pour l'investissement économique. Et si on veut réparer, comme vous dites, il faudra qu'on rééquilibre les choses, parce que sinon on n'y arrivera pas. Au lendemain du Covid, il était question de réindustrialiser la France, précisément. Oui, bien sûr, parce que c'est le moment où tout le monde a pris conscience de nos dépendances, de notre perte d'indépendance, notre perte de souveraineté. Mais il y a d'ailleurs eu quelques progrès de faits entre 2021, 2022 et aujourd'hui. Mais ils sont insuffisants et ils doivent être prolongés pendant des décennies. L'industrie a repris, il y a eu à nouveau un peu de création d'emplois dans le domaine industriel. Mais on a enfin compris en France
qu'on ne pouvait pas construire une base économique solide pour le pays qui peut nous permettre de financer notre protection sociale et nos services publics, qu'on ne pouvait pas avoir une base économique solide en France sans industrie. Je crois même qu'on est en train de le comprendre pour l'agriculture aussi. Et que toute l'économie française ne peut pas être simplement réduite au service et reposer sur de la consommation. Jérôme Fourquet explique ça très bien aussi. Il a fait un petit schéma où il explique la circulation de l'argent dans l'économie française et notre dépendance aux dépenses publiques et aux services, mais ça ne suffit pas pour consolider la richesse d'un pays. Autre question. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Merci beaucoup pour votre analyse. Est-ce qu'avec un tel constat, on peut de nouveau élire un leader manager ou est-ce qu'Emmanuel Macron a décrédibilisé le leader manager pour les années à venir et on se dirige fatalement vers des leaders populistes? Moi, j'ai cru comprendre au début de votre intervention tout à l'heure qu'un Macron 2, ce serait compliqué parce que plus personne ne veut de ce modèle. Ça veut dire que les leaders du libéralisme doivent se réinventer. Vous vous souvenez, Emmanuel Macron avait dit, c'était au moment de la pandémie du Covid, je ne sais plus si c'était en 2020 ou 2021, qu'il allait se réinventer. Et pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il avait bien compris que la politique qu'il avait menée allait complètement à l'encontre des fondamentaux sur lesquels il avait été élu, enfin des discours qu'il avait tenus pendant sa campagne électorale. C'est-à-dire qu'il fallait reparler des frontières et de contrôle des frontières, il fallait reparler de souveraineté, il fallait reparler des dépenses publiques, alors qu'il avait été élu sur un discours très rigoureux en matière de finances publiques, Emmanuel Macron en 2017. Donc vous avez parfaitement raison de poser cette question-là. Pour la succession d'Emmanuel Macron, le candidat ou la candidate, mais je vois que des candidats hommes là pour l'instant se dessiner, dans ce camp-là, doivent se réinventer. L'idéologie de la mondialisation heureuse est usée. Je ne dis pas que tout est acheté à la poubelle, mais qu'il va falloir la renouveler profondément. On vient d'en parler sur la question de l'industrie et de l'agriculture, par exemple. Et donc, un leader du camp des raisonnables, de ceux qui sont censés être raisonnables, qui ne le sont pas toujours, doit se réinventer. Il ne peut plus nous ressortir le simple discours d'adaptation à la globalisation. Ça ne marchera plus. Et donc, le discours du manager doit se replonger dans l'imaginaire français, avoir un autre discours sur l'Union européenne, parce qu'on ne peut plus être eurobéa. Je ne crois pas qu'on puisse tenir encore un discours eurobéa. On peut tenir un discours en disant l'Union européenne, on ne peut pas en sortir, et il faut s'y battre à l'intérieur. Mais tenir un discours eurobéa, je trouve que c'est pas facile en ce moment. Enfin, c'est plus très facile. En tout cas, ça demande d'être retravaillé. Et puis, on ne peut pas tenir un discours où les notions de frontières, de souveraineté sont absentes. Donc, il faut renouveler le discours du camp de ceux qui sont censés être modérés et raisonnables. Parce que là, il y a eu un ratage. Un ratage qui correspond à un changement d'époque. Et donc, le leader manager, il doit évoluer. Peut-être qu'il doit devenir entrepreneur, peut-être qu'il doit devenir créateur. Mais le modèle du manager est usé. Je vous ferai remarquer qu'en France, on était les derniers à ne pas en avoir eu un, et que la plupart des pays européens, Schröder était dans ce modèle-là en Allemagne, Renzi était dans ce modèle-là en Italie, Blair était le modèle initial en Grande-Bretagne. Je parlais de Thatcher tout à l'heure, mais Blair, il est resté au pouvoir assez longtemps. Et s'il n'avait pas fait l'erreur de la guerre en Irak en suivant les Américains, il aurait peut-être pu tenir encore un peu plus longtemps. C'était un leader très fort, Tony Blair. Mais c'était il y a 20 ans. Et en 20 ans, le monde a changé. On est passé de la mondialisation heureuse à la mondialisation malheureuse. On est passé à l'époque du retour des questions des identités, des appartenances, des souverainetés. Il y a une autre question par ici à droite. Oui, merci. J'aurais en fait deux questions. Oui. La première, vous parlez des leaders qui arrivent finalement à la tête. Mettez le micro tout près de votre bouche. Comme ça ? Oui. Oui, vous parlez des leaders qui arrivent au pouvoir dans les différents pays. Mais pour devenir leader, il faut être élu. Enfin, il y a une procédure démocratique, il y a une constitution. Est-ce que le rôle de la constitution favorise ou non
l'émergence de leaders du type gestionnaire ou leader populaire. Et la deuxième question que j'aurais, est-ce que Ursula Andress, pour vous, c'est un leader politique? Et si c'est un leader politique... De quelle personne parlez-vous? De Ursula, chef de la Commission européenne. Van der Leyen. Van der Leyen. Oui, merci. Est-ce que la Commission européenne peut avoir un leader populaire? Ah oui. Alors, première question, est-ce que nos institutions, notre Constitution favorise le rôle du leader? Mais c'est ce qu'a voulu De Gaulle. Pourquoi De Gaulle invente-t-il, enfin il ne l'a pas inventé, pourquoi instaure-t-il l'élection présidentielle au suffrage universel direct? C'est précisément au nom de ça. En se disant, moi j'ai pu gouverner parce que j'avais une légitimité historique venue du 18 juin 40, mais il faut que mes successeurs qui, eux, n'auront pas fait un 18 juin 40 et qui n'auront pas incarné la France dans une période terrible de son histoire, il faut que mes successeurs aient une légitimité populaire pour justement éviter que la France retombe dans le système du régime des partis. On voit d'ailleurs que au déclin du chef politique en France correspond la résurgence du régime des partis qu'on est en train de vivre et dans lequel on ne va pas sortir duquel on ne va pas sortir tout de suite dans les mois qui viennent. Et donc, oui, l'élection présidentielle, c'était de substituer un élu légitime à un homme présidentiel, providentiel, parce qu'on n'a pas toujours un homme ou une femme providentielle sous la main. On n'a pas toutes les décennies un général de Gaulle. Ça ne court pas les rues, des personnages comme ça. Et donc De Gaulle avait conçu ce système en disant pour que ces institutions perdurent, il faut l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Et de fait, ça a bien marché, parce que ses successeurs de Pompidou à Mitterrand, ou même Chirac, ont réussi à concilier l'aspect un peu césariste de notre régime, avec un élu à forte légitimité, et en même temps le concilier avec le parlementarisme qui est nécessaire dans un régime représentatif moderne. Et donc, oui, De Gaulle avait résolu l'équation française. Il avait fait la synthèse entre l'aspiration républicaine, mais qui s'est toujours défiée de l'autorité, et l'aspiration monarchique, mais qui s'est toujours défiée de la démocratie. Et donc, l'élection présidentielle au suffrage universel, c'était fait pour ça. Ce qui rend l'exercice beaucoup plus compliqué aujourd'hui, c'est pas l'élection présidentielle en elle-même, c'est le changement de démocratie que nous vivons. C'est un aspect dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais on est passé de la démocratie de la télévision, qui correspond parfaitement aux années de 65 à 95 ou 2012. On est passé à la démocratie de l'expression directe et permanente de la révolution numérique. Et ça produit des leaders qui sont beaucoup plus exposés. De Gaulle à Chirac, vous avez des leaders qui recherchent la rareté, qui ne s'exposent pas en permanence, et dont le rythme d'intervention est adapté au rythme de la télévision. C'est Jacques Pilan, qui était leur spin doctor à Mitterrand et Chirac, qui avait théorisé ça sur la rareté présidentielle. Celle de Jupiter qui, attisant le désir de sa parole, finit par foudroyer l'espace public de sa parole. Bon, sauf que ça ne marche plus très bien et que le premier à l'avoir compris, c'est Nicolas Sarkozy à partir de 2007, qui lui a été dans une saturation par une expression permanente du président de la République à partir de 2007. Tout ça correspond à la naissance des réseaux sociaux, à la naissance au développement des chaînes d'infos en continu. Bref, un nouveau type de système d'information qui est une forme de démocratie d'expression permanente. Et dans ce système-là, être un leader qui garde son prestige et qui a du charisme, c'est un exercice beaucoup plus difficile, parce que plus vous êtes exposé, plus vous perdez en prestige et plus vous risquez de dire des bêtises. Au-delà des qualités du leader, finalement, même pour un Charles de Gaulle, aujourd'hui, ça aurait été très compliqué. Oui, pour un Charles de Gaulle, ça serait compliqué aujourd'hui. Je pense même qu'il aurait un peu de mal à ça, mais même pour un François Mitterrand. Hein. Parce qu'il y a aussi un autre élément qui joue dans l'évolution du statut du leader, c'est la fin de la séparation du public et du privé. Enfin, Mitterrand a pu avoir une vie familiale réelle cachée pendant 14 ans.
c'est évidemment inimaginable aujourd'hui. Jacques Chirac a pu avoir une vie privée un peu tumultueuse, sans que, en dehors des rumeurs du microcosme parisien, il y a une ligne décrite sur la question. Et donc il y a une séparation entre le public et le privé qui expose beaucoup plus le leader aujourd'hui. Le leader aujourd'hui, il n'a plus beaucoup de possibilités de mentir. Et c'est embêtant quand même, quand vous relisez Machiavel, un chef, ça doit savoir mentir de temps en temps. Dans un système où vous ne pouvez plus même mentir par omission très longtemps, c'est pas facile d'être un chef aujourd'hui, par les temps qui courent. J'en profite pour indiquer que la prochaine conférence, qui aura lieu le 28 janvier ici même, sera consacrée à la guerre de l'information, donc avec David Collomb, professeur à Sciences Po. Donc c'est un vrai sujet, ça aussi, parce que pour un leader, aujourd'hui, effectivement, entre cette surexposition, mais aussi les fake news et l'influence des pays extérieurs sur la politique de votre pays, c'est très compliqué, ça. Oui, alors je trouve que ce qui est très compliqué, c'est l'ère de la post-vérité. C'est-à-dire que vous êtes dans un système aujourd'hui où vous ne savez plus exactement ce que sont les faits. On parlait débat budgétaire tout à l'heure. C'est compliqué de s'y retrouver. Et entre ce que vous disent tel ou tel média et tel autre, vous savez plus si vous parlez exactement de la même chose. Et donc dans un monde où il n'y a plus des faits relativement établis et légitimes, où les institutions qui sont censées établir les faits à partir duquel on discute et on débat, ne sont plus très respectés ni très écoutés, c'est compliqué. C'est compliqué de vivre dans ce monde-là. L'interventionnisme étranger sur les fake news, je pense qu'elle n'a pas une influence considérable en France. Il y a eu, enfin peut-être que David Collomb n'aura pas le même point de vue, mais évidemment que la Russie a fait des tentatives de désinformation et d'autres pays en ont fait. Et il y aura d'autres, mais je n'ai pas remarqué que ça marchait si bien que ça. Je vois que le temps passe. On fait quoi? Une toute dernière question. Une toute dernière question. Et mais l'échange pourra se prolonger dans le hall. Je crois que vous allez signer des livres. Avec plaisir. Si voilà, donc vous pourrez poursuivre l'échange. Donc toute dernière question, allez-y. Alors, merci à nouveau pour votre présentation fort intéressante qui ouvre des horizons. Je souhaite revenir sur le titre de votre livre, Le déclin du chef politique. Ouais. Là, il y a fort à faire, à réfléchir, et les mots que vous mettez sur ce titre sont forts. Le chef et la politique. Vous avez, dans votre présentation, beaucoup parlé de leader. Oui. Leader dans les démocraties. Oui. Et le mot leader, quand on le traduit en allemand, Führer. Et par le fait que je travaille beaucoup la parole et la communication, j'ai beaucoup réfléchi à ce mot leader. J'ai été moi-même chef d'entreprise, donc. Dans le cas d'un chef politique, est-ce qu'il n'y a pas un mot très symbolique que l'on oublie trop souvent? Le mot autorité. Et ce mot autorité, là aussi, j'ai beaucoup travaillé ce mot, réfléchi, la symbolique de ce mot. Ce mot autorité vient du mot auctoritas. Oui. Et j'ai essayé de mettre en place une définition de l'auctoritas. L'autorité étant souvent très mal vue par l'ensemble des citoyens, des concitoyens, plus particulièrement français. L'autorité en France, on ne l'aime pas. Et pourtant, l'auctoritas, qu'est-ce que c'est? C'est une capacité psychologique qu'a un individu pour, donc une capacité, une compétence qui lui permet d'être auteur de lui-même. Et quand on est chef, il faut en permanence être chef, auteur de soi-même pour grandir. Mais auteur des autres surtout. Comment? Mais auteur des autres surtout. Mais justement, j'y arrive. Donc, grandir soi-même, et un parent comme un chef d'État doit grandir en permanence, s'adapter, pour permettre à ceux qui lui font confiance, et quand on est chef d'État, il faut quand même savoir que on fait confiance à ce chef d'État, sinon il n'aurait pas été élu, eh bien, pour permettre à ceux qui lui font confiance d'être auteurs d'eux-mêmes à leur tour.
Oui, vous avez tout à fait raison. L'autorité, c'est de faire grandir les autres. Pour le dire plus simplement et familièrement qu'au l'étymologie, c'est de faire réussir à faire que les autres grandissent. C'est pour ça que le rôle d'un maître, au sens d'un professeur, est de faire grandir ses élèves et ses étudiants pour qu'ils puissent se passer de maître. La formule est le Régis Debray, il faut des maîtres pour se passer de maître. Si. Et elle va de pair d'ailleurs avec la perte de légitimité, parce que quand vous ne faites plus grandir ceux que vous êtes censés diriger et gouverner, que ce soit dans une entreprise ou dans un pays, eh bien vous perdez en autorité, c'est que vous avez perdu en autorité. L'autorité naturelle qui n'a rien à voir avec l'autoritarisme est en effet cette capacité à élever, à donner de la force, de l'énergie et de la capacité d'initiative à ceux que vous dirigez ou à ceux à qui vous enseignez. Et pour qu'ils puissent se passer de vous et qu'ils puissent eux-mêmes devenir, comme vous le disiez, auteurs. Et la vie politique française, de ce point de vue-là, a quand même perdu en qualité aussi. Alors il y a un changement de génération, il y a un changement d'expérience vécue, mais de ce point de vue-là, de Gaulle à Mitterrand, en passant par Pompidou, peut-être un peu moins Giscard d'Estaing, on a eu des présidents, jusqu'à même Chirac, par moment, on a eu des présidents qui avaient cette capacité de faire grandir ceux à qui ils s'adressaient. Mais les qualités de présidents de ces générations-là et de cette époque-là ne sont plus forcément les mêmes que celles exigées aujourd'hui par le système dans lequel on vit. Notamment celui que j'évoquais à l'instant sur la démocratie d'expression permanente qui égalise toutes les autorités, hein, qui fait que vous soyez professeur ou chef d'entreprise ou journaliste sur un réseau social, vous devenez... c'est en fait du démocratisme, les réseaux sociaux. C'est un égalitarisme qui égalise toutes les paroles et qui ne donne pas d'autorité particulière à une personne qui peut avoir une autorité. Donc oui, je vous rejoins tout à fait. Je pense, peut-être pour conclure, que nous allons devoir vivre pendant quelques années dans cette situation. C'est ça qui n'est pas facile pour nous, peut-être pour nos générations, parce qu'en plus on a effectivement ce souvenir de chefs légitimes qui avaient de l'autorité naturelle. Mais nous allons devoir vivre avec ce système-là, parce qu'il y a un aspect que je n'ai pas eu le temps de développer, mais je termine là-dessus pour qu'on vous en parliez une autre fois. Mais dans un système où il y a 3 pôles politiques, le deuxième tour d'une présidentielle oppose forcément 2 leaders de 2 de ces 3 pôles. Vous me suivez? Et donc, c'est forcément un leader par défaut. Puisque pour battre l'autre pôle, il doit récupérer, enfin pour battre le pôle qui lui est opposé à travers son candidat, il doit rallier le 3e pôle. Puisque dans un système à 3 pôles, il faut forcément l'alliance de 2 pôles, puisqu'aucun des pôles n'a la majorité à lui tout seul. Il faut forcément l'alliance de 2 pôles contre un 3e pôle pour gagner. Et donc, nous avons forcément des présidents qui seront choisis par défaut. Imaginez, je ne veux pas vous donner une vision de cauchemar avant d'aller se coucher, mais imaginez que nous ayons un 2e tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Excusez-moi de cette vision d'horreur, mais reconnaissez que ça serait aussi un président ou une présidente élu par défaut, par rejet de l'autre. Et donc, on n'est pas sorti de notre crise politique. Elle suppose forcément une évolution des règles du jeu politique électoral. À mon avis, la proportionnelle est incontournable dans les années qui viennent. C'est sympa de terminer sur cette belle note d'espoir. Et sur une évolution du rôle du président de la République qui ne peut plus être un manager solitaire, comme l'on disait tout à l'heure, qui ne peut plus être un gouvernement solitaire, mais qui doit être un créateur et un rassembleur, un créateur de majorité et un rassembleur. Pour moi, c'est ça la voie de sortie de cette crise. Voilà. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Philippe Guibert. Merci vraiment. Je rappelle que chacun de nos intervenants vient ici gratuitement. On rembourse simplement les
les frais de déplacement et l'hôtel. Alors il faut qu'on réserve cette salle, on a quand même des frais au sein de l'Espace ADA. Donc si vous pouvez faire un don à la sortie pour permettre l'organisation d'une prochaine soirée, c'est plus que bienvenu. Il y a des petites corbeilles à votre disposition. Un don de 5 € par exemple nous ferait beaucoup de bien. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous.